抱きしめた心のコスモ熱く燃えせ奇跡を起こせ Konnichiwa les Saiyans, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme expliqué la dernière fois, au programme aujourd'hui ce sera la présentation des 3 derniers Marina. Effectivement, la mise à jour de cette semaine n'a pas apporté de grandes nouveautés, hein. De toute façon on s'en doutait. On reste sur la continuité de ce qui était fait, les personnages sont les mêmes, etc. Donc ça sert à rien de s'attarder là-dessus. On va vraiment rester sur la présentation des Marina, voir en détail en quoi ils consistent, ce qu'ils apportent, comment les jouer, éventuellement avec qui les jouer. Donc on verra tout ça au cours de cette vidéo. Avant de démarrer, je tiens à vous rappeler que vous trouverez le lien de notre Discord sous la vidéo. Je vous invite à nous rejoindre. On est toujours la même bande de potes, on est toujours un peu plus nombreux. Ça rigole, ça progresse. Il y a toujours les tournois qui permettent de s'entraîner, de progresser dans la bonne humeur. Des nouveaux nous ont rejoints, donc le niveau est relativement variable. Donc quelqu'un qui démarrerait, qui commencerait aujourd'hui, trouverait sans problème sa place et on pourrait éventuellement s'occuper de lui et l'aider à progresser. Voilà, donc la petite pub étant faite, revenons à notre nouveau dieu qui est arrivé la semaine dernière. Poséidon, roi des océans. Alors, concernant ce guerrier, ils l'ont clairement réussi. Voilà. Autant parfois, on peut se dire oui, ce guerrier-là, ils l'ont pas vraiment respecté. Non, là c'est une réussite totale, quoi. Il est énorme. Énorme, tout simplement énorme. Pour ceux qui ont eu la chance de le dropper, malheureusement, je n'en fais pas partie, qui en plus ont eu la chance de l'avoir au moins rang 6 et de développer ces 3 compétences. Je peux vous dire que j'en ai croisé quelques-uns en PVP. Il est bien emmerdant à jouer. Voilà. Donc, c'est un bloqueur. Alors déjà, la carte est magnifique, comme vous pouvez constater. C'est un bloqueur, c'est un guerrier bleu. C'est un guerrier dont le but, tout au long de la partie, va être de nerfer l'adversaire. Donc c'est un vrai bloqueur. Son taf à lui, ça va être de diminuer constamment la défense adverse. L'avantage, on va voir, c'est que vous pouvez le faire quand vous souhaitez. Il va le faire de lui-même au cours de partie, etc., en fonction des différentes compétences. Alors, avant toute chose, il faut savoir que comme beaucoup de bloqueurs, c'est un bloqueur à qui vous allez pouvoir mettre du PV. Donc là, on a l'exemple de 139 000. Bon, il est rang 15, mais il n'a pas de stuff. Hein. Donc autant vous dire que ça vous donne une idée de ce que vous pouvez avoir. C'est quelqu'un qu'on va pouvoir facilement amener autour des 150 000 PV, ce qui est déjà pas mal. Bien évidemment, si vous le montez en termes de rang, après, vous allez passer facilement les 200 000. Il attaque en combe. Donc on a une attaque combe de 44 562. Alors j'insiste sur le chiffre, ça peut paraître ridicule. Pour un bloqueur, c'est très fort. Il a une attaque combe qui est puissante, qui est comparable quasiment à celle de certains attaquants. C'est pas neutre. C'est pas neutre parce que c'est un bloqueur qui attaque très très fort. Donc attention, danger. Il n'a pas énormément d'esquive. Il vous apportera un cosmos équilibré. A, B, C, donc c'est bien dans le sens où il va pas orienter votre team sur l'une ou l'autre des lettres, ça c'est plutôt intéressant. Et il a une petite esquive de 4, bon ça en soi, j'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique. De toute façon, c'est pas forcément quelqu'un que vous allez jouer en titulaire. Les quelques-uns qui l'ont fait, c'était une mauvaise idée, voilà, je peux vous le dire, ils ont souffert. C'est quelqu'un que vous allez jouer plutôt en soutien, on va voir pourquoi. Et qui va apporter tout au long du combat. Alors, il dispose comme tous les chevaliers de 3 attaques. La première est une attaque à 9, qui sort relativement vite, qui a une puissance correcte. Voilà, on va pas s'étaler dessus. La lance de Poséidon, c'est une attaque niveau 27, c'est bien. Voilà, sans plus, ça tape vite et relativement fort. Sachant que lui a une grosse attaque en parallèle, ça tape quand même fort. Sa compétence B et sa compétence C sont déjà nettement plus intéressantes. Alors, la compétence B, déjà, il faut savoir que c'est une compétence qui va sortir très vite. Elle va sortir en 2 tours. Elle va diminuer la défense des ennemis de 14% pendant 7 tours. Alors, 7 tours, déjà, c'est long. C'est très, très long.
Donc c'est très intéressant. Et vous allez me dire, ouais, 14%, c'est pas énorme. Bah, c'est déjà pas mal quand on tient compte du fait que c'est et les défenses combatives et les défenses physiques. C'est-à-dire que là, quel que soit la défense, le personnage que vous avez en face, il sera imputé et ça aura une importance. Ça aura une importance parce que en fonction du type de guerrier avec lequel vous allez attaquer derrière, eh ben, l'adversaire il encaissera beaucoup moins. Et ça, c'est pas neutre. Alors, la compétence C, idem, elle sort relativement vite en soutien. Vous allez me dire, ouais, mais elle a qu'une vitesse de 1. On verra après que ça va être carrément un avantage. C'est une attaque de puissance 37, donc qui plus est très puissante, qui elle pour le coup diminue la défense combative du guerrier principal ennemi de 22 pendant cette tour. Alors, je vais juste faire la petite distinction entre les deux, c'est que la compétence B, elle diminue la défense des ennemis de 14% pendant cette tour, c'est-à-dire de l'ensemble des guerriers de votre adversaire. Le chiffre 14% n'est peut-être pas trop élevé, mais vous touchez tout le monde pendant cette tour. Donc même si derrière, votre adversaire va faire un switch ou ce genre de choses, il aura un guerrier qui aura été, entre guillemets, impacté et qui sera moins à même de se défendre. C'est très très fort. La compétence C, vous allez réellement l'utiliser quand vous allez vouloir taper très très fort avec un attaquant ou un guerrier combatif. Donc ça peut être Poséidon, ça peut être un attaquant combatif ou un guerrier combatif que vous aurez joint à lui sur le banc. Encore une fois, on verra qui le jouer. C'est pour ça que je vous dis, les deux sont intéressantes, elles ne se jouent pas forcément de la même façon. La compétence C, elle a cette particularité de taper en plus très très fort. Donc imaginez que vous envoyez cette compétence-là une première fois. Déjà, c'est une attaque à 37. Vous diminuez la défense du guerrier principal. Là, pour le coup, c'est uniquement le guerrier principal de 22%, ce qui est quand même important pendant cette tour. Quand vous allez réattaquer avec ce même Poséidon, vous attaquez en combatif, vous attaquez quelqu'un que vous avez déjà nerfé et que vous allez réattaquer très fort. Donc, ça va devenir très compliqué, surtout si en face, vous avez un défenseur spécialisé dans la défense physique. Donc, deux compétences totalement différentes. Une, la B, qui va être plus générale, moins importante en termes de pourcentage, mais qui va toucher tout le monde et qui va, du coup, donner un avantage aux gens qui vont accompagner Poséidon en tant que titulaire, que ce soit en combatif ou en physique. La C, elle sera vraiment destinée à aller matraquer si vous avez construit autour de lui une équipe combative et que le but, ça va être de taper un personnage bien particulier. Voilà. Retenez quand même que la vitesse n'est qu'à 1, l'autre est à 9, la première. La vitesse à 1, on va voir après, ça va devenir un avantage. Au niveau de ses compétences passives, eh bien c'est pas compliqué, on reste sur une chose qui ne change pas, on va nerfer l'adversaire. La première, en combat, il va diminuer la défense combative des adversaires de 29%, ce qui est énorme, tout simplement. Donc en gros, ça démarre, boum, 30% de moins, allez, emballer, c'est pesé. Au début du deuxième tour, il va diminuer le cosmos A, B et C, ennemis de chacun, de deux chacun. Alors ça, pour l'avoir vécu en PVP, je peux vous dire que c'est bien chiant. C'est-à-dire que vous êtes là, vous dites, allez, coup d'après, je vais te taper en 7e sens, ça va te faire bobo. Et d'un coup, vous voyez deux barres qui s'enlèvent de votre cosmos, que ce soit le A, le B ou le C avec lequel vous comptiez attaquer. Là, pour le coup, il n'y a pas de jaloux. Vous êtes nerfé, quelle que soit l'attaque que vous vouliez balancer. Je peux vous dire que si derrière, en plus de ça, vous attaquez sur un guerrier qui potentiellement pourrait faire une esquive, enfin, vous voyez un peu le genre de truc, ça devient compliqué. Et je rappelle que les attaques en 7e sens sont plus puissantes, donc quelque part, ils vous nerfent, ils vous empêchent de taper plus fort. Enfin, sa compétence passive 3, c'est la grande nouveauté. Je m'étais extasié dessus lors de la dernière vidéo. C'est un truc de fou. J'avais dit, pour moi, ça va changer la méta. Alors, il n'y a encore pas beaucoup de Poséidon, il n'y a pas beaucoup de Poséidon montés, etc. Donc, ça va prendre un peu de temps. Mais on commence déjà à voir des nouvelles choses arriver, des guerriers qu'on ne voyait plus. On verra tout à l'heure, grâce à cette compétence-là. Au début du premier tour, renverse la vitesse fixée des compétences chargées de tous les participants au combat pendant 5 tours.
pendant 5 tours, les attaques à 9 deviennent les plus lentes, les attaques à 1 deviennent les plus rapides. En gros, elles sont renversées. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que si votre adversaire attaque à 7 et que vous attaquez à 5, et que vous avez Poséidon dans votre équipe, vous allez attaquer plus vite que lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on renverse les chiffres. Le chiffre inférieur devient le chiffre le plus rapide. C'est énorme. C'est énorme. Et à ce que je disais, quand vous vous retrouvez, sachant que c'est au début du premier tour et pendant 5 tours, les gamers qui étaient partis dans l'idée de je fous des DPS à 9 et je balance et j'essaie de gagner aux 1000 jours pour sortir le game comme ça, eh ben, ils vont devoir changer de politique, quoi. Déjà qu'en plus, en face, les guerriers commencent vraiment à encaisser. C'est déjà plus compliqué pour eux. Là, ça va devenir carrément très difficile. Enfin, son effet d'équipe, au début du 3e tour, il diminue la défense de tous les ennemis de 19% pendant 7 tours. C'est bien, mais de deux choses l'une, c'est pas fifou. Et en plus de ça, Poséidon, si vous avez la chance de l'avoir, faut le jouer, quoi. Il doit pas être sur le banc. Il doit pas être sur le banc, il doit être sur le terrain et il doit apporter ce qu'il a apporté. Voilà. Donc, je reviendrai un petit peu dessus, de façon générale, si vous voulez. C'est donc quelqu'un qui, comme je le disais au départ, va nerfer réellement la défense adverse tout au long du combat et donc forcément apporter un plus à votre équipe. Alors, on a regardé un petit peu avec qui on pouvait jouer, comment on pouvait le mixer, etc. Bon, il y a des petites idées qui viennent. Tout dépend un petit peu de quelle tendance vous voulez donner à votre team. Alors la chose qu'on a actuellement, c'est qu'on commence à avoir pas mal de Marina. Donc on verra tout à l'heure qu'on arrive à constituer des équipes de Marina qui veulent dire quelque chose. Maintenant, c'est également un guerrier qu'on va pouvoir, on verra après, joindre à des chevaliers d'or ou à des guerriers d'Asgard, etc. Sans aucune difficulté en fait. Voilà. Bien. Donc nous allons passer à l'un de ces lieutenants, je dirais, Sorrento. Alors Sorrento, c'est une sorte de petit Poséidon. Sorrento, il me plaît bien aussi. Il est un petit peu particulier. Il est un petit peu particulier. Si vous voulez, lui, il va pas chercher à diminuer les défenses de façon générale. Lui, c'est également un bloqueur. Il est également de couleur bleue, mais lui, son taf, ça va être de diminuer l'attaque. Alors c'est presque dommage qu'il l'ait fait en bleu, j'ai envie de vous dire, parce qu'il l'aurait fait en rouge ou en vert. Bah direct, il y avait moyen de les mixer tous les deux tout de suite ensemble, quoi. On se posait pas la question. Là, le problème, c'est que si tous les guerriers qui sont complémentaires sont bleus, au bout d'un moment, ça peut être délicat quand même. Bon, pour le coup, c'est pareil, c'est un guerrier qu'ils ont réussi. Il est franchement intéressant. Donc, qui dit bloqueur, dit qu'on peut lui mettre pas mal de PV, comme vous pouvez constater. Alors, vous voyez qu'il a une attaque combe qui est à 35 000, parce que bon, il attaque en combe, donc on verra tout à l'heure, à 35 000, qui est relativement correct. Alors, bien évidemment, on n'est pas sur les chiffres de Poséidon, mais bon, Poséidon, c'est le dieu. Donc, quand je vous avais dit qu'ils n'avaient pas hésité à charger la mule, vous voyez que là, quand on est sur Sorrento, on est sur quelque chose de très correct, qui est respectable. On n'est plus sur les mêmes chiffres quand même. La particularité, c'est qu'il a une meilleure esquive quand même. Il a une esquive de 8. Alors, on est loin des sommets, etc. Mais c'est respectable, ça peut marcher. Ça peut apporter quelques petites surprises en combat. On peut compter dessus. Alors, le Cosmos, c'est pareil, c'est du ABC, c'est un Cosmos qui va équilibrer votre team. C'est toujours intéressant à prendre. Alors, au niveau de ses compétences chargées, c'est pareil. Il va disposer donc de 3 attaques. Alors, des attaques relativement lentes ou rapides, ça dépend, il y a un peu de tout, qui sortent pour la plupart relativement vite en soutien. Et on verra qu'elles ont pour particularité systématiquement de diminuer l'attaque. Sa première compétence, c'est une attaque de puissance 28 qui va diminuer l'attaque combative du guerrier principal ennemi. Donc là, on va directement impacter le guerrier qu'on a en face de nous. On va diminuer son attaque, donc là en l'occurrence de 2417, pendant 5 tours. C'est relativement long, c'est intéressant, ça va permettre de faire en sorte que il tape moins fort, tout simplement. À partir du moment où on est face à un guerrier qui attaque en combatif. Si vous avez une team physique en face de vous, clairement, cette attaque-là, elle ne vous servira à rien si ce n'est à taper avec une puissance 28. Symphonie de la mort, c'est comme l'attaque A, c'est également une attaque qui sort relativement vite en soutien. Elle, au même titre que Poséidon, elle va fonctionner de façon générale. Diminue l'attaque des ennemis de 14% pendant 5 tours. Donc là, ce qu'il faut comprendre, au même titre que pour Poséidon,
c'est que 14%, mais c'est toute la team adverse pendant les 5 tours. Ça, c'est fort, c'est intéressant, et surtout, ça sort relativement vite en soutien. Alors j'insiste toujours là-dessus, parce que finalement, au même titre que Poséidon, Sorrento, c'est quelqu'un que vous pouvez jouer en deuxième ou en troisième combattant dans une team. C'est pas forcément lui qui va vous faire le taf au début, par contre, il va venir aider les camarades, et il va venir réellement nerfer l'adversaire. Imaginez que vous jouiez un gros défenseur, il va encaisser, et plus le temps va passer, mieux il va encaisser. Parce que moins il aura encaissé. Donc même si ses PV réduisent, il encaissera toujours moins, il aura moins de PV encaissés, donc il va rester plus longtemps sur le game. Et ça peut devenir très très intéressant. Enfin, sa troisième attaque, c'est une attaque un peu plus rapide. Elle est de puissance 22. Elle a pour but de diminuer l'attaque physique du guerrier principal ennemi de 2417 pendant 5 tours. Donc on voit qu'il est capable de diminuer l'attaque de tout le monde, ou alors on peut cibler la diminution d'une attaque combative ou la diminution ici d'une attaque physique sur un guerrier. Ça c'est très très fort, c'est-à-dire que peu importe ce qui est joué par votre adversaire, vous êtes en mesure de le nerfer. Ça c'est juste énorme les gars, énorme. On va voir qu'au niveau de ses compétences passives, on va revenir sur ce type de démarche. Au début du troisième tour, il va diminuer l'attaque physique du guerrier principal ennemi de 29% pendant 5 tours. Alors, vous allez me dire si en face c'est du combatif. Eh ben si c'est du combatif, c'est pas grave, il y a les autres compétences. À savoir, la deuxième, au début du deuxième tour, il va diminuer l'attaque du guerrier principal ennemi de 24% pendant 5 tours. Donc là, il ne fait pas de distinction. Donc si en plus de ça, c'est un physique, eh ben, au troisième tour, il aura les 24% plus les 29%. Et de façon générale, en compétence 3, il va diminuer l'attaque des ennemis, l'ensemble des ennemis, de 19%. Donc que ce soit en compétence chargée ou en compétence générale, il a la possibilité d'aller nerfer l'adversaire pour diminuer ou l'attaque physique, ou l'attaque combative, ou la totalité. Et tout ça, que vous l'activiez, ou alors ça se fait naturellement. C'est juste incroyable. Je veux dire, on est réellement sur un guerrier qui va vous empêcher de jouer, de taper. Encore une fois, vous couplez Sorrento à un gros défenseur, vous le mettez juste derrière, tranquillement quelques petites attaques de soutien pour renforcer la défense. Votre défenseur, il va devenir fantastique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il aura toujours des attaques moins puissantes à encaisser. Voilà, donc ça c'était pour Sorrento. J'ai presque envie de dire c'est une sorte de petit Poséidon. Alors Poséidon, c'est plus, il va diminuer la défense alors que Sorrento va diminuer l'attaque. Au final, bien mixé avec les bons guerriers qui vont bien, ça va se jouer un petit peu de la même manière. Et dans les deux cas, c'est très très fort. Alors c'est sûr, Poséidon c'est un peu plus luxe, un peu plus classe. Mais croyez-moi que ceux qui auront droppé Sorrento plusieurs fois, qui l'auront entre rang 6 et rang 9, croyez-moi qu'il fera le taf. Voilà. Et enfin, le dernier, notre ami Canon. Canon qu'on connaissait déjà parce que on a depuis le début du jeu, pour ainsi dire, quasiment, ils avaient fait une bannière très très tôt après le lancement du jeu, entre Canon et Saga. On avait un Canon bleu. Là, on est sur un Canon vert. Alors, Canon vert, il a la particularité donc d'être un soutien. Donc, un soutien, c'est-à-dire qu'il va être là pour aider. Alors, à la différence des deux précédents qui étaient là pour vraiment embêter l'adversaire, lui, il va être là pour soutenir les guerriers au combat. Donc, on est sur quelqu'un à qui on va pouvoir mettre du PV déjà à crever. Alors ça, c'est intéressant. Là, on est à 175 000 pour un rang 15 sans stuff. Ça vous donne une idée. C'est quelqu'un qui va pouvoir monter très très haut avec des stuffs, etc. Ça peut aller... je pense qu'on pourra largement passer largement les 250. C'est quelqu'un qui va, lui, pour le coup, attaquer en physique. Donc, pareil, pour un soutien, il a une attaque qui est relativement puissante. À 38 000, c'est loin d'être déconnant. C'est plutôt intéressant. Peu d'esquive. Au niveau du Cosmos, on est sur un ABB. Donc, il y a quand même une tendance vers le Cosmos B. Donc, attention avec qui vous le mixez, des fois, à ne pas vous amputer sur certaines choses. Dans certains cas, on verra. Vous voyez, quand là, par exemple, on a un double B, ça renvoie quand même aux deux compétences chargées, si on va sur Sorrento ou Poséidon.
qui sont générales et qui ne sont pas ciblées physiques ou combatives. Donc ça, c'est déjà un signe que pourquoi pas les jouer ensemble. Alors, il va disposer également de 3 attaques, mais là, on va voir que vraiment la différence, le fait que ce soit un soutien, l'apport est totalement différent. Sa première attaque, c'est une attaque, donc il attaque que en vert, hein, déjà. De toute façon, lui, les 3 attaques sont en vert. De façon générale, les attaques sont relativement longues à sortir, sauf la 3e. Elles ont pour but, comme je disais, de soutenir l'adversaire. Enfin, les guerriers qui sont avec lui. Donc la première est une attaque de puissance 34 qui va augmenter la défense combative des alliés de 1797 pendant 7 tours. C'est pas très élevé en termes de chiffres, c'est bien, mais c'est surtout très long. Et puis c'est surtout que ça se cumule hein, si vous la renvoyez plusieurs fois. C'est une attaque qui est puissante. 34, c'est puissant. Et du coup, vous allez augmenter votre défense combative. Alors là, ça devient intéressant parce que on verra tout à l'heure que vous jouez un guerrier comme ça, par exemple, avec un défenseur comme Thor, par exemple. Thor qui est un défenseur physique rouge très puissant. Son petit péché, c'est qu'il est un peu moins puissant au niveau de la défense combative. Alors il a certes une compétence chargée qui lui permet de se renforcer, mais pendant ce temps-là, il n'attaque pas. Là, vous balancez ça en soutien, vous allez renforcer votre défenseur. Et pendant 7 tours. Ou alors vous balancez ça au premier tour, vous faites un switch. Votre défenseur derrière, il a sa défense combative qui est boostée. Et ça, c'est pas négligeable. Enfin, donc sa compétence chargée B, c'est une attaque standard de puissance 26. Par contre, elle a la particularité de sortir un 9. Donc relativement rapide. C'est bien pour un soutien, parce qu'il est capable d'attaquer très vite. Et enfin, la 3e, force du mal pur, supprime 3 affaiblissements sur chaque allié. Alors ça, pour le coup, ça peut être intéressant, parce que face à certains bancs, ou face à certaines compétences qui pourraient avoir été amenées par l'adversaire, vous allez ni plus ni moins que supprimer les nerfs adverses, et donc retrouver le plein potentiel de votre team. Et ça, vous le faites sur commande. Si vous en avez le besoin, bim, vous le balancez. Vous vous rendez compte que vous tapez pas assez fort, vous vous rendez compte que vous esquivez plus assez bien, je ne sais pas, ce genre de choses. Vous balancez cette attaque-là et d'un coup, ça va aller beaucoup mieux. C'est pas trop utilisé, ce genre de choses. Encore aujourd'hui, quelques-uns le font avec certains persos. Mais sincèrement, ça peut être très, 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 très utile. Surtout quand vous êtes face à un banc où on va chercher à vous nerfer plutôt qu'à booster par exemple un banc qui boosterait son attaque, il booste son attaque. Vous avez des bancs qui vont venir vous nerfer directement, qui au 3e tour vont baisser votre défense ou ce genre de choses. Là, lui, directement, il dégage tout. Voilà. Enfin, au niveau de ses compétences passives, s'il est remplacé, il augmente la défense combative des alliés de 29%. En combat, il augmente la résistance au gel des alliés de 11%. Et en combat, il augmente la résistance à étourdissement des alliés de 11%. Son effet d'équipe, au début du 2e tour, il augmente la défense combative des alliés de 29%. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme les 2 premiers, quoi. C'est de toute façon quelqu'un, on va pas s'attarder sur sa compétence de banc, parce que c'est une compétence qu'on connaît, qu'on a déjà. On peut trouver moins bien, mais on peut trouver mieux aussi avec les guerriers qu'on a. Par contre, là, c'est un guerrier qui doit être joué, et c'est un guerrier qui apporte des choses très intéressantes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un guerrier qu'on peut facilement, très facilement coupler à des défenseurs physiques. Vous avez un défenseur rouge, comme Thor par exemple, ou, pour rester dans les marinas, Krishna bleu. Krishna bleu, bon défenseur physique, qui peut monter très fort en PV, qui a l'énorme avantage, on va voir, Krishna bleu, qui est un guerrier qui a l'énorme avantage d'attaquer avec saignement. Krishna bleu, son défaut, c'est tout simplement que sur les attaques combes, il est pas au top. Il est pas au top. Alors le mien, malheureusement, il n'est pas super évolué, parce que comme je l'avais pas en 9, je l'avais pas vraiment touché. Mais on voit par exemple que sa défense physique, au départ, elle est de 7255, alors que sa défense combe est de 5482. Donc il y a déjà une différence qui n'est pas négligeable. Là, grâce en fait à notre ami Canon, vous allez venir compenser ce manque. Et donc vous allez avoir quelque part un défenseur beaucoup plus équilibré.
Voilà, ça c'est une possibilité, c'est une façon de jouer Cannon. Vous pouvez très bien arriver en disant voilà, je le positionne, tour 1, je vais balancer mon attaque mon attaque A, qui est relativement puissante et qui va augmenter ma défense combative des alliés. Parallèlement à ça, je le switch avec mon défenseur. Comme il est remplacé, automatiquement la compétence passive 1 se met en place. Elle augmente la défense combative des alliés de 29%. Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec un défenseur très équilibré, qui défend naturellement très bien en physique et du coup va pouvoir très bien défendre en combatif. C'est très très important, c'est très puissant, en plus c'est long, c'est pendant 7 tours, donc c'est loin d'être négligeable. Pour les deux autres compétences de soutien, c'est un peu ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est encore pas trop utilisé. Bon, les Team Gel, il n'y en a pas beaucoup, quand il y en a, elles sont un peu embêtantes à jouer. L'étourdissement, ça vient de sortir, c'est pareil, c'est des compétences qui sont pas trop jouées, puis quand certains jouent dessus, on n'est pas trop préparé, on défend pas trop là-dessus. Vous le mettez sur vos titulaires, vous n'êtes pas embêté, quoi. À la rigueur, vous occupez pas de ça dans les stuffs, vous le laissez lui, si jamais ça arrive en face, naturellement, il va vous booster pour vous défendre là-dessus et ça se fera tout seul. Et du coup, l'adversaire qui aurait voulu jouer là-dessus pour créer un peu la surprise, il va être un peu embêté, quoi. Voilà. Donc finalement, c'est un personnage très très équilibré, Cannon. C'est un personnage qui est très complémentaire, qui va pouvoir se jouer aussi bien avec un très bon bloqueur, par exemple comme Sorrento, ou même avec Poséidon, sans aucun problème. Et qui va pouvoir se jouer avec des gros défenseurs, comme Krishna, comme des gros défenseurs physiques, j'entends Krishna, Thor, qui, de par cette petite faiblesse qu'ils vont avoir sur le combatif, vont être compensés. Voilà. En plus, le fait d'être vert, il peut apporter, là où les défenseurs sont sur d'autres couleurs, ça évite d'avoir un doublon de couleurs, en fait, tout simplement. Voilà, donc on a fait le tour des 3 marinas. Vous voyez qu'ils sont tous les 3 très intéressants, qui peuvent apporter tous les 3 énormément au niveau des teams. Je vais essayer de vous donner un petit peu maintenant des idées. Alors j'avais préparé un peu des compos, mais ça va être un peu long. Simplement vous donner quelques pistes avec qui ces guerriers peuvent être joués. Donc on a vu un petit peu pour Cannon, qui peut être facilement associé à un défenseur physique pour venir compenser. Donc vraiment le mettre dans une team physique, tout simplement. Il peut être également associé à des marinas ou à des chevaliers en combe, dans le sens où il pourrait très bien s'associer ou à Poséidon ou à Sorrento, dans le sens où il va venir apporter encore plus de combatifs face à une équipe combative. Et eux, derrière, de toute façon, sont là pour faire le taf. Derrière, si vous avez par exemple un gros défenseur combe, vous n'aurez pas besoin de ce complément-là. Il apportera par sa couleur et les autres nerfs. Voilà. Donc, dans l'esprit, Poséidon, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est que on va pouvoir retrouver des persos qu'on ne voyait pas. Par exemple, Poséidon, vous pouvez, comme ça, le jouer Cannon, vert, qu'on a vu, et lui adjoindre Krishna rouge. Krishna rouge qui a une attaque qui va apporter saignement à 1. Du coup, le fait de jouer avec Poséidon, elle va devenir automatiquement l'attaque la plus rapide du game. Et donc, elle va porter immédiatement. Première solution. C'est l'occasion de rejoindre un perso comme Krishna rouge qu'on joue pas trop. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez faire une équipe 100% Marina, mettre un banc avec Bayan rouge pour monter les PV, Sorrento pour nerfer l'attaque adverse, et Yutsila qui lui apportera un petit peu sur l'affinité. Ça peut être une possibilité. Poséidon, c'est quelqu'un qui peut se jouer également avec des chevaliers, comme je disais, qu'on a moins l'habitude de voir ces derniers temps, mais qui pourraient être remis sur le devant de la scène. Alors, si on veut, comme je disais, si je fais le parti pris de pas doubler les couleurs, on va mettre certains chevaliers de côté, forcément. Là, en l'occurrence, ça marche très bien avec eux aussi. Donc, que ce soit Deathmask, GC, que ce soit Iki du Phénix, ce sont des chevaliers qui pourraient très bien se mêler à Poséidon. Simplement, vous auriez 2 fois du bleu. Donc après, ça, c'est un choix, bien évidemment. Poséidon, par exemple, pourrait très bien être associé à Minos, Minos vert,
qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir, à Doko vert par exemple. Il irait très bien avec Doko bleu aussi, mais toujours pareil dans l'idée de ne pas avoir deux fois du bleu. Donc Doko vert qui est capable de taper fort, mais qui de façon générale est un attaquant qui avait des attaques pas trop rapides, donc forcément on le jouait pas trop. Bah là du coup avec la compétence qui va inverser si vous voulez la vitesse, le fait qu'il attaque lentement va devenir un avantage. Donc il attaquera fort, pour le coup ça peut être très 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 bien. Ça peut être le moyen aussi de remettre sur le devant de la scène Gemini Rouge. Gemini Rouge qui a une attaque à 1 qui est dévastatrice, mais qui parce qu'il attaque à 1 n'était plus joué. Vous le mixez un petit peu à la compétence qui va bien de Poséidon et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui va vous faire du dégât, qui va vous faire beaucoup de dégâts. Donc on peut imaginer différentes choses. Bon, Saga bien évidemment, hein, imaginez-vous, en plus avec son boost naturel des 20%, vous pourriez vous retrouver avec à la fois des combattants qui vont attaquer très fort et Poséidon qui va diminuer la défense combative. Là vous montez une équipe combative avec Saga, avec Poséidon et avec on va dire, je ne sais pas moi, Doko vert ou même un défenseur, hein, si vous voulez mettre par exemple Aldébaran, hein, vous pouvez mettre Aldébaran GC. Aldébaran GC ira très 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 bien dans cette team. On peut mettre Canon vert également pour changer, apporter du physique. Eh bien, dans tous les cas, tout ce qui sera attaqué en combe sera très très puissant parce que Poséidon va diminuer la défense adverse et que vous aurez tous les boosts qui vont venir se coupler. Ça peut être le boost de Saga, ça peut être des boosts venus du banc comme Shun V2 par exemple, vous voyez. Voilà, ça c'est ce qu'on a pu un petit peu imaginer. Après il y a plein d'autres possibilités, c'est difficile à présenter comme ça. Avec Sorrento c'est différent. Sorrento, on peut retrouver un petit peu les mêmes caractéristiques. Après ce qui peut être bien avec Sorrento, ça peut être de le coupler à Saga et à Fenrir vert, pour avoir vraiment une grosse équipe en combe, où là on va aller diminuer l'attaque adverse, donc ce qui va permettre d'encaisser un peu mieux. Donc sur des guerriers comme Saga, qui peut encaisser un peu, Sorrento qui peut encaisser, Fenrir qui a quand même un peu de PV, mais qui derrière eux vont taper très fort. Et là vous pouvez mettre un banc avec Shun V2, Bayan bleu, Yotsila également, hein, si vous souhaitez. Ça peut être très fort aussi. Après, encore une fois, des possibilités, il y en a vraiment plein. 3 très très beaux guerriers, 3 chevaliers qui, pour ceux qui auront la chance de les dropper et de pouvoir les jouer, vont apporter, je pense, quelque chose de neuf et beaucoup de plaisir dans le jeu. Voilà. J'espère avoir été assez concis, précis, assez intéressant aussi. C'était un peu complexe parce que je voulais appréhender ça d'une manière différente. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre au niveau du Discord. Et je vous dis sayonara les sens. 抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ